Alors bonjour, on se retrouve pour cette activité, hein, donc page 132. Donc je vous laisse lire tous les documents à gauche et du coup on va commencer à répondre aux petites questions. Déjà avant tout ça, donc on va voir de quoi on va parler dans cette vidéo, de quoi on va pas parler, pour identifier donc les conséquences environnementales. Donc on s'intéresse aux impacts environnementaux de la production électrique. On va pas s'intéresser du coup au nombre de morts que ça fait. Ce sera l'objet d'une autre activité. Là c'est vraiment les impacts sur l'environnement, c'est-à-dire en termes de place, de pollution diverses et variées. Et donc, avant de mettre tout ça, on peut mettre ce que présenterait une énergie idéale. C'est-à-dire en introduction un petit peu, on nous dit faire la liste des différents impacts environnementaux que chaque mode de production d'énergie électrique peut présenter. Donc avant de faire cette liste, vous mettez introduction, hein, et vous notez, donc vous ferez pause, vous remettrez rapidement, je vais répéter qu'une seule fois, qu'une énergie idéale, enfin une production électrique idéale, permettrait de fournir de l'énergie en permanence, donc entre parenthèses sans intermittence, c'est-à-dire que ça s'arrête jamais, hein. Donc en permanence, entre parenthèses, pas d'intermittence, euh, ne fait pas de déchets, ni solides ni gazeux, nécessite très peu de matériaux, et enfin, occupe la plus petite surface possible. Je rappelle d'ailleurs, hein, donc dans l'impact environnemental, il y a forcément la perte de biodiversité. Une des principales raisons de la perte de biodiversité, en général, c'est la destruction de l'habitat. C'est-à-dire que là où vous mettez des maisons, des appartements, des centres commerciaux, des panneaux solaires, des éoliennes, des centrales nucléaires, et ben vous n'avez plus de vie, d'accord, il n'y a plus de forêt, il y a plus tout ça. Et donc il y a moins d'insectes, etc. Donc, vraiment c'est important, on a tendance à l'oublier, mais un truc qui est important, c'est d'avoir la plus petite surface occupée. Bon voilà. Alors maintenant, faire la liste des différents impacts environnementaux. On peut commencer avec ce qu'on nous met ici sur la partie de gauche, hein. Donc je vous l'ai mis là un petit peu, voilà. Vous avez, on parle des énergies renouvelables, pardon. Donc les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, pendant leur fonctionnement, n'émettent pas de CO2, d'accord? On va y revenir. Mais par contre, pour l'éolienne, on peut mettre quoi? Qu'un socle, enfin qu'une éolienne nécessite un socle en béton et beaucoup de métaux, notamment des métaux rares, ce qu'on vous dit ici, hein, qu'il faut donc extraire avec toute la pollution que cela peut engendrer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez le recyclage. On vous dit que pour les... On n'en parle pas trop d'ailleurs là. Non, non, on ne vous parle pas trop du recyclage des éoliennes. On parle du recyclage des panneaux solaires. Pour l'éolienne, vous pouvez mettre qu'une majeure partie de l'éolienne est recyclée. Entre parenthèses, justement, ce sont tous les métaux qui vont être dedans. Donc c'est 90-95% je crois de l'éolienne qui est recyclée. Donc ça c'est pas mal. Mais par contre, vous avez un gros souci, le bloc béton, voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez, donc là il y a un être humain, et ça c'est le bloc béton. Donc c'est gros. Et du coup ça c'est pas démantelé. En fin de chantier, si on enlève l'éolienne et qu'on décide de pas en remettre, parce que bien sûr sinon on peut en remettre une autre, hein, et ben ça reste. Sinon si on veut l'enlever, ça coûte encore des sous, c'est pas prévu pour l'instant dans le coût de l'éolienne. Alors une éolienne ça a une durée de vie de 20 à 30 ans. Et ensuite, du coup, faut enlever le mât, les pales, etc., les recycler éventuellement, et puis en mettre une nouvelle sur le même socle béton si jamais on garde l'emplacement. Que fait-on des pales? Les pales, c'est très difficile à recycler, donc en fait, on va les enfouir. Voilà, une photo ici, on les enfouit, donc vous voyez, ce sont des pales. En fait, c'est très difficilement recyclable puisque vous avez beaucoup de matériaux là-dedans, c'est des matériaux composites, c'est plein de choses enchevêtrées, enfin bon, c'est un peu comme si je vous demandais d'ouvrir votre ordinateur et de récupérer tous les métaux qu'il y a dedans. C'est compliqué quoi. Et du coup, voilà, on les enterre. Ça se pose pas spécialement de problème, mais il faut quand même en parler, quoi. Ensuite, donc là c'était pour venir en complément des documents. Ensuite, au niveau des panneaux solaires, on nous dit que c'est un petit peu la même chose. Pour l'instant, on sait très peu les recycler. Donc justement, on vous dit que la première ligne de recyclage a ouvert ses portes en 2018. Là, j'ai un peu moins de données là-dessus, mais vous pouvez mettre rapidement que on ne recycle pas encore la majorité des panneaux solaires. On ne recycle pas encore la majorité des panneaux solaires. Alors ensuite, du coup, on nous parle
On va les prendre dans l'ordre ici, donc j'ai déjà fait éolien solaire. On nous parle ici de toutes les énergies, et donc on parle de l'hydraulique après. Alors j'ai fait dans l'ordre. Alors ça, c'est les émissions de CO2, on y reviendra après. L'hydraulique. Quels sont les impacts environnementaux de l'hydraulique? Eh bien, deux choses principales. Vous avez besoin de béton, beaucoup de béton pour faire un barrage. Et deuxièmement, bah, la surface que ça occupe. Et pour l'hydraulique, un barrage, ça va produire beaucoup, mais en fait, il faut inonder énormément de terre en amont pour que ça produise beaucoup, justement. Alors ça veut dire quoi, beaucoup? Je vous prends un exemple avec le barrage des Trois Gorges en Chine. Quelques photos déjà, vous voyez, si vous tapez barrage des Trois Gorges, vous pouvez aller voir ça, hein, comme ceci. Bon, vous voyez, c'est absolument immense comme installation. C'est le plus grand barrage du monde, il me semble. Et au niveau de la surface occupée, alors on va parler de déplacement de population, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, du coup, si vous voulez. Et bah, du coup, on voit là, déplacement de plus de 1,8 million d'habitants sans aide de l'État, engloutissement de 1300 sites historiques et archéologiques. Alors, j'avais dit que je ne parlerai pas des populations, mais bon, voilà, 1300 sites historiques et archéologiques, plusieurs villes et nombreux villages. Puis on a déplacé quasiment 2 millions de personnes, ça vous donne une idée quand même de la surface qu'il faut occuper bah, pour faire un tel barrage. Pour vous donner une autre idée, en France, si on veut construire encore d'autres barrages, puisqu'on en a déjà beaucoup, hein, et que ça serve un petit peu à quelque chose, notamment pour stocker l'énergie des éoliennes et des panneaux solaires, par exemple, eh ben, il faudrait inonder Grenoble. Voilà, sur les études qui sont faites un petit peu. Alors, c'est pas que ça va être fait, hein, mais si vous voulez voilà, assez de dénivelé, etc., pas mal d'eau stockée, bah, faut inonder Grenoble. Grenoble, c'est 700 000 habitants, hein. Donc, bah, je doute que ça soit fait un jour. Mais voilà, ça vous donne une idée vraiment de ça. Donc, hydraulique, vous mettez impact environnemental, surface occupée, enfin surface noyée, plus disponible, quoi. D'accord? Ensuite, le nucléaire, j'y reviendrai à la fin, puisque les trois autres sont ensemble. Voilà, charbon, gaz naturel et fioul. Les trois énergies fossiles, eh bien, on n'arrête pas de le dire, hein, quel est l'impact principal environnemental de ces énergies? C'est l'émission de CO2. Vous mettez les énergies fossiles, charbon, gaz et fioul, émettent du CO2 dans l'atmosphère. Alors, on a l'impression comme ça que ça fait pas de déchets, hein, une voiture, quand ça roule, ben voilà, il y a le pot d'échappement, d'accord, mais après on voit rien, quoi. Il n'y a rien de solide, voilà. Bah oui, mais c'est un déchet quand même, c'est un déchet gazeux, que effectivement on ne voit pas, qui n'est pas si toxique que ça. Alors je parle du CO2, hein, pas des pots d'échappement des voitures. Mais voilà, dans l'atmosphère, c'est pas, il n'y a pas un problème de toxicité pour nous, hein. On peut respirer encore l'atmosphère, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le problème, vous le savez bien, c'est le réchauffement climatique. Le CO2, ça persiste plusieurs milliers d'années dans l'atmosphère. Donc même si aujourd'hui on arrêtait toutes les émissions de CO2, ben, on aurait ce déchet-là dans l'atmosphère pour des milliers d'années, qui du coup bah, pose un problème pour des milliers d'années, qui est le réchauffement climatique, enfin le changement climatique. Donc c'est vraiment un déchet, quoi, d'accord? On ne peut pas l'extraire ensuite, c'est compliqué, l'atmosphère, bon, voilà. Donc, bah, vous mettez une émission de CO2. Enfin, le nucléaire. Alors, le sujet, vraiment le nucléaire. Déjà, je vous engage, je ne vais pas la repasser là, mais la vidéo de Landra, elle est bien faite là. Vous vous connectez sur le livre, et puis vous mettez le traitement des déchets radioactifs. Donc c'est un petit peu léché comme présentation, mais voilà, c'est relativement bien fait quand même, ça résume assez bien ce qui se passe. Alors, les déchets radioactifs, donc j'y reviendrai après quand je parlerai des accidents liés aux déchets radioactifs, il y en a eu. Mais il ne faut pas, bien évidemment, laisser ça comme ça. Si on laisse ça comme ça, bah, vous allez avoir des pollutions, de la radioactivité qui va se mettre dans le sol, dans les nappes phréatiques, les rivières, il faut absolument s'en occuper, hein. Bien évidemment, c'est mortel. En termes de volume, c'est pas grand chose, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc ça ce sont tous les déchets radioactifs produits depuis le début du XXe siècle, principalement pour les centrales nucléaires et puis la défense, d'accord, tout ce qui est militaire. Dans une moindre mesure, on a la recherche et le médical qui produisent aussi des déchets nucléaires, mais c'est en termes de volume beaucoup plus faible. Vous avez ces déchets qui sont classés en plein de types différents. Alors ça c'est une simulation totale hein, de quelqu'un qui a fait ça avec des cubes pour vous montrer le volume que ça occupe. Les pires déchets sont les HA, la haute activité vie longue. Ce sont ceux qui sont très très radioactifs et pour très très longtemps, des milliers d'années, centaines de milliers d'années.
Les autres, eh ben, soit ils sont très faiblement radioactifs, donc il faut juste les stocker quelques dizaines d'années, entre guillemets, donc c'est déjà beaucoup, hein. Mais après, ils sont plus radioactifs. Aussi, vous avez faible et moyenne activité à vie courte, donc c'est un peu plus radioactif. Oui, il y a d'autres types de déchets. Faible activité à vie longue, c'est-à-dire qu'ils sont peu radioactifs et que ça dure très très longtemps, etc. Bon, il faut quand même les stocker, hein, bien évidemment, en faire quelque chose. Mais en termes de volume, voilà ce que ça représente. Pour donner une idée aussi de ce cube rouge, voilà, c'est la même personne qui s'est amusée à mettre ça sur le port de Marseille. Vous voyez ce que ça donne. C'est imposant, bien évidemment, mais ça prend pas non plus tout Marseille, etc. Je rappelle qu'en comparaison, on émet 11 tonnes chacun de CO2 par an. Donc, si on devait le liquéfier, en gros, vous avez ça par personne par an, quoi. D'accord? En termes de CO2. Ça, par personne par an. Bref, c'est beaucoup plus petit à gérer, mais beaucoup plus dangereux, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, en fait, on a fait des recherches dans tous les pays du monde, hein, et il y a eu une découverte qui a été faite par un physicien français, qui est ceci, le réacteur nucléaire naturel d'Oclo. Alors, en fait, c'était donc Francis Perrin, en 1972, qui fait des recherches dans une usine d'enrichissement d'uranium. Et puis, il trouve qu'en fait, il y a une proportion anormale d'uranium 235. Enfin, bon, donc il y a différents types d'uranium, il y a 235, 238, et partout dans le monde, la proportion est la même. Sauf dans ce site-là, il y avait un problème, donc vous lirez éventuellement. Il y avait un problème, c'est que il n'y avait pas la bonne proportion. En gros, c'est comme si quelqu'un était venu il y a 2 milliards d'années et avait fait fonctionner un réacteur nucléaire. Il manquait de l'uranium naturel, entre guillemets. On avait des sortes de déchets nucléaires, quoi. Et du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment c'est possible? Alors au début, on a cru à des histoires de vol, hein. Vous savez, bien évidemment, le nucléaire, il y a tout ce qui est militaire, surtout dans ces années-là. Et puis, on a fait des recherches et on a découvert que non, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un réacteur nucléaire à ciel ouvert. Un tel phénomène est théoriquement crédible, d'autant plus plausible qu'au moment dans le passé. Il y a 2 milliards d'années, les teneurs de ces gisements d'uranium étaient bien plus élevés qu'aujourd'hui, suffisamment élevés pour atteindre la criticité. Donc c'est ce qui engendre la réaction en chaîne, donc le fait de pouvoir fabriquer de la chaleur avec de l'uranium. Et il fallait qu'il y ait de l'eau aussi là-dessus pour refroidir. Enfin bon, il faut des conditions bien particulières, et on pense qu'elles ont été réunies à ce moment-là. On imagine qu'il y a eu 500 tonnes d'uranium qui auraient participé aux réactions nucléaires, quand même. Et, euh, et donc, voilà, c'est exceptionnel, mais pour l'instant, on n'a pas tout encore compris par rapport à ces phénomènes-là, on vous le dit. Ça reste plus probable que des gens qui étaient là, il y a 2 milliards d'années pour faire fonctionner des réacteurs nucléaires, surtout que à cet endroit-là. Et donc, quel est l'intérêt de ça? Du coup, on a vu l'évolution de ces déchets nucléaires sur 2 milliards d'années. Vous voyez, on a un petit recul, entre guillemets, de ce qui se passe quand on laisse des déchets nucléaires à ciel ouvert. Et donc, on a vu que justement, dans certaines zones, ça n'avait pas trop bougé, que la radioactivité, comment s'était diffusée dans les sols, etc., etc. Et grâce à ça, eh ben, on a pu envisager le projet CIGEO, ce qu'on vous en parle on vous en parle dans la vidéo. Donc CIGEO, c'est quoi? Eh ben, en gros, c'est trouver un site très, très en profondeur, extrêmement stable. Donc ça, là, ça va être 500 mètres sous terre. Alors, on en parle sur le site de l'Andra, hein. Voilà, donc vous tapez CIGEO sur le site ou sur Internet, hein. Et c'est là où on va mettre les déchets, justement, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, le fameux cube rouge, et puis d'autres aussi, ceux qui sont radioactifs très longtemps. On va les mettre là-dedans. Donc c'est à 500 mètres sous terre, et au total, vous voyez, ça fait quand même 85 000 mètres cubes, donc c'est important, hein. Ça inonde pas toute la France, mais c'est quand même important à traiter. En attendant tout ça, voilà, ces déchets haute activité, on les met dans ce genre de choses. C'est une sorte de vitrification. En fait, on les verse quelque chose de très stable. On les vitrifie avant de les mettre dans ce projet CIGEO, qui est encore en construction. Voilà, et donc tous les pays du monde qui ont beaucoup de déchets nucléaires à gérer, enfin qui ont une industrie nucléaire, ont choisi cette solution-là. Alors pas que à CIGEO, bien évidemment. CIGEO, c'est à Bure, en France. Et les autres pays, indépendamment, ont choisi aussi des couches géologiques très stables pour enterrer les déchets radioactifs. Alors si, il faut que je finisse quand même avec les accidents liés aux déchets nucléaires. Kishtim, qui est la pire à ce jour connue,
Catastrophe de Kishtim, donc tout ça on n'en parle pas dans le livre, moi je vous donne un peu plus de pistes quand même. C'était en 1957, alors ben, c'était encore en Russie, hein, et en gros ils ont laissé tout ça à ciel ouvert. Donc les déchets radioactifs, si on fait rien, ça chauffe, c'est quelque chose qui chauffe, et qui du coup bah, peut s'enflammer, exploser, etc., quoi. Donc faut pas laisser ça comme ça tout seul, bien évidemment. Donc là c'est un petit peu ce qu'ils ont fait au début. L'impact de la construction au début n'est pas pris en compte. Au début même, ils rejettent tout ça dans les cours d'eau. Bon, bah voilà, on se pose pas trop de problème. Alors c'était la même chose aux États-Unis, hein. À l'époque, on disait ça va être dilué de toute façon, et puis voilà. Euh, mais à un moment, il y a quand même eu un petit problème. À cause du taux élevé de radiation, les déchets à une température élevée qui ont provoqué par la chaleur des désintégrations. Et pour cette raison, ils mettent en place un système de refroidissement avec des réservoirs. Mais les systèmes de refroidissement sont notamment insuffisants. Bon. Et du coup, ce qui devait arriver arriva. On a une panne. Et là, la température du réservoir s'élève, explosion chimique, et là-dedans vous avez des nitrates d'ammonium, des acétates. C'est la même chose que l'usine d'AZF, ou ce qui s'est passé cet été à Beyrouth. D'accord? Donc, bah, en fait, ça explose vraiment, ça. 70 pardon, à 100 tonnes de TNT, c'est équivalent à ça. Projet dans les airs, le couvercle en béton, etc. Et du coup, ça rejette beaucoup de radioactivité dans l'air. Vous lirez dans le détail si vous voulez. Quelles sont les conséquences? Donc là aussi, c'est resté secret très longtemps, hein. Euh, On a fait une évacuation que une semaine plus tard. Les personnes ne furent pas averties de l'explosion. On dit que les victimes perdaient la peau du visage, des mains et d'autres parties exposées. Voilà, donc c'est qu'en 1980 qu'on révèle tout ça, visiblement. Et on estime aujourd'hui à 200 personnes qui moururent de cancer dû à cette exposition. Après, ce sont des estimations, puisque voilà, c'était il y a longtemps, tout est resté secret, etc. Donc ça, c'est le pire accident nucléaire lié aux déchets. Donc bien évidemment, vous pouvez mettre bah, du coup, vous pouvez mettre que dans la partie liée aux déchets nucléaires, il y a des accidents directs, hein, de Tchernobyl, Fukushima, etc., mais il y a aussi des accidents liés aux déchets nucléaires. Il y en a eu d'autres. Alors, je sais plus si c'est aux États-Unis ou en Allemagne, j'ai pas réussi à retrouver la source, mais là, c'était une explosion qui n'avait pas eu de conséquences finalement. Il y a eu 2 ouvriers touchés qui ont juste été blessés. Par contre, une autre catastrophe, qui est l'accident nucléaire de Guyana. Alors là aussi, je résume. Vous lirez dans le détail si vous voulez cette page-là. Bilan humain. Enfin non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelqu'un qui récupérait, donc je reviens tout en haut pour que vous ayez le nom. Donc c'est un accident nucléaire important, hein. C'est quelqu'un qui récupérait les ferrailleurs, qui récupérait du coup, tous les métaux, et il est allé sur le site d'un hôpital abandonné pour récupérer des métaux. Et en fait, il a trouvé un appareil qui servait à faire de la radiothérapie, sans le savoir. D'accord? Donc la radiothérapie, là, c'est quand vous avez un cancer, on vous envoie des rayons comme ça, de certains rayonnements, pour détruire les tumeurs. Et donc là, il a récupéré ça sans le savoir, il a ouvert tout ça, il l'a fait passer dans sa famille, parce qu'en fait c'est une poudre bleue qui est assez jolie, et qui malheureusement bah, est très radioactive. Donc le bilan humain, bah, c'est 4 personnes décédées. Donc je vous dis, hein, il est allé voir son frère, après il y a eu sa belle-fille, etc. Du coup, une petite fille de 6 ans, la femme du propriétaire, hein, de la décharge, hein. Donc lui n'est pas décédé, hein. C'est ça, j'ai envie de dire, le pire dans l'histoire. Alors qu'en plus, c'est celui qui reçoit la plus grosse dose. Un employé, 22 ans, et un autre employé, 18 ans. Donc vous pouvez lire dans le détail là. Ça a été, à l'époque, c'était quelque chose quand même, regardez là. Un mois après la contamination pour la petite fille de 6 ans, elle fut enterrée dans un cimetière de Goiânia, donc la ville de l'État brésilien, à l'intérieur d'un cercueil en fibre de verre tissé de plomb pour éviter la contamination du sol. Des émeutes se produisirent et 2000 personnes tentèrent d'empêcher son enterrement de peur que son corps ne pollue le sol. Vous voyez quand même à l'époque ça avait fait un grand bruit. Donc c'est un accident nucléaire, hein. Même si c'est pas lié aux centrales nucléaires, c'est lié à la radiothérapie, mais quand même c'est un accident nucléaire. Et lui, il a survécu, le propriétaire de la décharge, il est mort en 94 d'une cirrhose après avoir sombré dans l'alcoolisme et la dépression. Voilà, bon, c'est pas une très belle histoire. Ça montre quoi? Qu'il faut traiter les déchets nucléaires, qu'ils soient en provenance
des centrales nucléaires, du domaine militaire bien évidemment, mais aussi du domaine médical ou de la recherche, puisque si on ne fait rien, si on abandonne un hôpital comme ça, bah, vous voyez, les conséquences peuvent être dramatiques. Voilà, pour ça. Alors oui, si quand même, excusez-moi, en attendant CIGEO, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que vous allez me dire, bah, monsieur, c'est bien beau, mais on en fait quoi? En attendant tout ça, alors oui, quand même, en attendant de les mettre à CIGEO, on les met dans ce genre de gros trucs en béton, donc vous savez, les verres que je viens de vous montrer là, enfin, la vitrification, on les met dans ce genre de gros trucs, des gros cylindres avec du béton, du plomb, enfin bref, des matériaux très très denses pour bah, éviter que la radioactivité se disperse partout. Et ça, donc c'est quelqu'un qui est au GIEC, qui allait visiter l'usine de Orano-La Hague. Donc Orano, c'est dans la Manche, hein, où on stocke tous les déchets nucléaires en attendant. Et bah voilà, vous voyez ici, il y a un compteur GGR qui montre que c'est à peine plus que la radioactivité naturelle. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'en attendant, c'est un truc que personne ne peut absolument toucher, tout ça. Voilà pour ça. Donc en résumé pour le nucléaire, eh bien, vous mettez, vous le saviez hein, bien évidemment, production de déchets nucléaires qui seront enterrés, donc très dangereux bien évidemment, très dangereux, et qui seront donc enterrés à 500 mètres sous terre. Entre parenthèses, vous pouvez mettre projet CIGEO. L'autre impact environnemental du nucléaire, bien évidemment, ce sont les accidents. Alors, accident nucléaire, donc il y a Tchernobyl, il y a Fukushima. J'en reparlerai à un moment donné, on va faire vraiment un cours sur le nucléaire, donc j'en reparlerai à ce moment-là. Bien évidemment, c'est l'accident. Donc je répète, je ferai un cours entier là-dessus. Ensuite, on passe aux questions suivantes. Et finalement, bon, la première question était... La troisième rejoint un petit peu tout ça. 2. Expliquer pourquoi les études d'impact doivent prendre en compte la totalité du cycle de vie d'une installation de production électrique. Eh bien, c'est ce qu'on vous montre ici. C'est pas parce que vous n'avez pas d'émissions de CO2 pendant l'utilisation que vous n'en avez pas pendant la construction, le transport, etc. Alors, on reste bien en dessous de ce qui se passe pour les fossiles, hein. Mais vous voyez, le charbon, c'est que 345 en utilisation et pourtant 1000 au total. Pourquoi? Bah parce qu'il faut extraire tout ça, le transporter, etc. Donc là, vous mettez, c'est général pour toutes les énergies, hein. Il faut tenir compte de l'extraction, du transport, de la construction des centrales, ou des éoliennes, etc., de la construction des centrales éoliennes, etc., et de leur démantèlement en fin de vie, pour avoir les émissions de CO2 pendant toute la durée de vie de l'installation. Voilà. Donc je vous laisse revenir en arrière pour tout bien noter. Et voilà pour la question 2, c'est simplement pour dire que, bah, attention, c'est pas parce qu'une énergie n'émet pas de CO2 pendant son utilisation qu'il n'y en a pas du tout. Il y en a forcément avant, après, extraction, transport, etc. Le béton, par exemple, émet beaucoup de CO2, etc. Voilà. Et question 3, identifier les deux modes de production présentant le meilleur bilan carbone ainsi que les difficultés que leur exploitation peut présenter. Alors les deux modes qui présentent le meilleur bilan carbone, moi j'aurais dit quasiment les trois, hein, parce qu'en fait nucléaire, hydraulique, ça dépend un petit peu des études. C'est comparable. Nucléaire, hydraulique et éolien sont comparables en termes de CO2. Et donc on est autour des 6 à 12 grammes de CO2. Donc vraiment rien du tout par rapport à tout ce qui est fossile. Surtout le charbon et le gaz. Le solaire est un peu en retrait. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire des panneaux solaires, il faut beaucoup, on l'a dit, d'électronique. Ça nécessite beaucoup de métallurgie en amont, plus que l'éolien. Et actuellement, c'est fait beaucoup avec du charbon en Chine. Et donc, bah, le charbon émet du CO2, donc bah, voilà, vous avez du CO2 à cause de ça. Si vous fabriquez des panneaux solaires avec autre chose, avec de l'hydraulique, avec du nucléaire ou avec des éoliennes, vous faites baisser ce chiffre-là. Mais pour l'instant, c'est pas trop faisable, parce que bah, vous connaissez bien le problème de l'intermittence de l'éolien, etc. Donc les trois, ils ont dit les deux, mais plutôt les trois qui présentent le meilleur bilan, c'est quoi? C'est l'éolien, l'hydraulique et le nucléaire. Concernant l'éolien, principaux problèmes, l'intermittence. Concernant l'hydraulique, pas tellement d'intermittence, mais c'est dépendant des précipitations, ça change quand même en fonction des années. Donc dépendant des précipitations, et forte surface définitivement condamnée, très grande surface condamnée, inondée.
plus possibilité d'accident majeur, plus possibilité d'accident majeur, nucléaire, production de déchets nucléaires à gérer, à traiter, etc. Et possibilité d'accident majeur. Bon, bah voilà pour ça. La petite infographie quand même qui résume tout. Voilà, alors je vous le mettrai sur Pronote. C'est quelque chose qui, voilà, les sources, c'est le GIEC, c'est l'ONU via l'UNCEAR, c'est-à-dire la branche de l'ONU qui s'occupe de la radioactivité dans le monde. Bon, voilà, ce sont des sources relativement fiables. C'est plus détaillé que ce que vous pouvez avoir dans le livre, mais globalement, bon, pour le CO2, on retrouve la même chose hein, que tout ce qu'on a ici, c'est-à-dire nucléaire, éolien, géothermie, hydroélectricité, solaire. Alors il y a les rejets de méthane, honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient, je vais me pencher sur cette question. Le méthane est un gaz puissant aussi de réchauffement climatique. Je ne sais pas d'où ça vient par rapport à ça. Donc je vais me renseigner. Empreinte au sol, ben, on l'a déjà dit. Hydroélectricité solaire, c'est énorme. Ah, le charbon, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé de l'empreinte au sol du charbon, c'est relativement important. Excusez-moi, je vous remontre un petit document. Voilà, donc par exemple, ça c'est en Allemagne, donc l'Allemagne a beaucoup de mines de charbon, comme vous le savez, c'est pour ça qu'ils exploitent du charbon. Et bah, il faut bien les éteindre, ces mines de charbon, et là en l'occurrence, il a fallu casser une église, détruire une église et un village du coup, pour étendre la mine de charbon. Voilà, je coupe le son. Donc ils ont détruit une église, ils en avaient déjà détruit, enfin ils avaient déjà détruit une partie d'un village en 2007. Ils avaient reconstruit d'ailleurs certains bâtiments à l'identique, une quinzaine de kilomètres à côté. Et là, je ne sais pas si c'est prévu de la reconstruire ou pas. En tous les cas, dans l'article, oui, ce qu'on vous dit à 2007, une église avait été déménagée de 12 kilomètres, etc. Et là, où est-ce qu'on vous dit là, c'est en place, déplacement d'une vingtaine de villages et hameaux, soit environ 8000 habitants. Donc le charbon, comme c'est une énergie peu concentrée, entre guillemets, eh ben, il faut encore une fois creuser un peu partout hein, et des fois détruire des villages. Donc effectivement, là, charbon, éolien, et puis bah, bien sûr nucléaire et gaz, ça très peu d'empreintes au sol. Quantité de matériaux, on l'a vu, pour ce qui est hydraulique, solaire et éolien, il faut beaucoup de matériaux, d'accord? Contrairement au reste, donc on l'a déjà vu. Hein. Le reste, facteur de charge, taux de mortalité, je ne vais pas en parler. Ouais, ça, j'en reparlerai dans l'année. Voilà. Voilà pour cette activité, je reviens du coup là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, bah, je crois qu'on a fait le tour des impacts environnementaux. Voilà, bon courage.